cicatrices nous rappellent d'où on arrive. Les combats qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know, but we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, Bienvenue à Entretien avec un guerrier. Aujourd'hui, on a une première. On est super content. On reçoit Pat Kearney de Judo Blainville. Puis on est content parce que c'est la première fois qu'on a un judoka. Fait que ça va faire changement des karatékas. Puis on va pouvoir aller voir une autre perspective. Fait que Monsieur Kearney, bonsoir. Salut les gars, ça va? Ça va bien? Oui, ça va super bien. La question qu'on pose toujours à nos invités d'habitude pour mettre en contexte, c'est d'où vous venez puis comment c'est arrivé, dans le fond, le judo dans votre vie? Ben moi, je suis un gars du Lac-Saint-Jean. OK. Donc, d'une petite ville qui s'appelle Dolbeau-Mistassini. Avant, ça s'appelait juste Mistassini, avant que ça soit fusionné. Et à l'âge de 7 ans, j'ai reçu un dépliant à l'école là, qui nous offrait là, d'aller faire du judo. Puis dans ma petite ville, il n'y avait pas beaucoup de choix de sport là, dans ces années-là. Maintenant, les jeunes ils ont beaucoup de choix, même dans les plus petites municipalités. C'est soit je jouais au hockey ou soit je faisais du judo. Ouais. C'est ça. Fait que moi, ça a donné que il y avait un historique de judo à Mistassini depuis plusieurs années. Fait que je suis tombé dans un super bon club. Moi, j'aimais vraiment pas patiner dans la vie. C'était vraiment un supplice pour moi d'aller au patin à l'école. Ouais. Fait que j'ai amené ça à mes parents. Puis mes parents m'ont inscrit. Puis ça n'a jamais arrêté depuis 40 ans. Fait que, wow! C'est année. 40 ans de judo. Puis là, dans le fond, comment ça fonctionne l'évolution dans le judo par rapport, mettons, nous, dans le karaté, on connaît notre belt system, mais chez vous, comment ça fonctionne? Après 40 ans, on doit être assez... ça dépend toujours le temps. Le temps qu'on est. Ouais, ce qu'on veut faire. Là. En judo, nous, par exemple, là, donc, on a l'évolution des ceintures, donc jaune, orange, vert, bleu, marron. OK. Dans mon temps, on en a encore. Là, aujourd'hui, nous autres, pour ralentir la progression, en fait, pour que le jeune ait une motivation. Compte tenu, nous, on ne peut pas être noir avant l'âge de 16 ans. OK. Fait que, peu importe à quel âge tu as commencé, tu ne peux pas être noir avant l'âge de 16 ans. OK. Fait que ça fait qu'on doit étaler, pas ralentir, mais on doit étaler les ceintures des jeunes. Même maintenant, depuis plusieurs années, là, on a maintenant des demi-ceintures qui fait qu'on peut encore un peu plus étirer là, garder la motivation, mais Oui, exact. Ouais, fait que le jeune, il y a toujours une progression, mais on ne peut pas du jour au lendemain. En fait, puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les ceintures noires, ça reste un cursus là, qui est géré par la Fédération internationale, qui est par les fédérations nationales, qui délègue aux fédérations provinciales là, ce qui est demandé dans le protocole là, pour passer une ceinture noire. Donc, si moi, je vais au Japon, si je vais en Allemagne, ma ceinture noire, elle a toute la même valeur. Il y a juste un... Pareil partout. Pareil partout. Fait normalement, on a eu les mêmes exigences. OK. Les seuls qui ont un petit peu plus... c'est les athlètes de haut niveau, comme les athlètes d'équipe nationale. Eux, souvent, ils vont se faire remettre des grades. C'est sûr que le gars qui ressort avec une médaille de bronze, mettons, Antoine Fortier des Olympiques, habituellement... Il y a une gradation au niveau de ses dan, au niveau de ceinture. OK. Fait que, pour un certain nombre. Après ça, il doit passer aussi certains examens là, comme les autres. Qu'est-ce qui fait qu'après 40 ans, moi, je suis ceinture noire deuxième dan, puis je brette un peu pour aller passer mon troisième parce que c'est juste, pour nous, c'est une grande implication de temps. J'imagine que pour vous aussi, dans tous les arts martiaux, là, fait qu'il faut juste mettre le temps. Puis quand tu es directeur technique, tu cours les compétitions, des fois, tu prends moins de temps pour toi là, de mettre. Mais la troisième, je vais la passer parce que j'ai fait une promesse à un ami quelques jours avant son décès. Là, on savait qu'il s'en allait. Puis un ami judoka, là, comme un frère. Là, fait que je me suis engagé à passer mon troisième. Fait que, là, je dois vivre avec cette promesse-là. Là. Puis, quand on est rendu à ce niveau-là, est-ce que c'est au Japon ou ça se fait au Québec, vos examens? Non, c'est toujours ici. OK.
Ouais, fait que passage de grade, là, ceinture noire. Là, nous, c'est à peu près 2 fois par année. Normalement, il y aurait eu un passage en juin. Évidemment, ce passage-là est annulé. Fait que il va y avoir, donc, puis il y a un passage à Noël. Fait que là, l'ensemble des grades. Fait que il y a toujours une journée pour ceux qui vont passer ceinture noire, showdown. Puis après ça, il y a une journée pour les troisième dan et plus, là, parce que ça demande. C'est des passages plus longs parce qu'il y a plus d'exigences au niveau de kata puis technique. Là. Fait que, OK. Puis comment t'es passé de Dolbo Mistassini à Blainville? Est-ce que c'est toi qui l'as ouvert l'école à Blainville? Oui, ben ouais. Fait que moi, pour le travail, nous, on s'est connus aux Jeux du Québec de 2009, mais j'ai organisé les Jeux du Québec de 1999 à Alma. Après les Jeux du Québec de 1999, on m'a offert un poste là, pour m'occuper des Jeux du Québec régionaux dans les Laurentides. Fait que j'ai atterri dans les Laurentides. Là. J'ai resté à Deux-Montagnes avec de la famille, des cousines. Puis, en 2001. Pas loin du 11 septembre. Le fameux 11 septembre, on a ouvert le club de judo. Là, donc, c'est ça. En septembre 2001, là, c'était notre première année officiellement. On a commencé modestement là, avec la ville de Blainville qui nous a donné des plages horaires dans une école primaire où on mettait les tapis. Parce que nous, en judo, en plus, le dojo, il nous demande de mettre on doit avoir des tapis parce que nous, on chute. On peut pas. Fait que ça faisait qu'on devait mettre les tapis à chaque jour qu'on avait des cours de judo. Là. Fait que, fait que ça. Fait qu'on a fait quelques années avec ça. Puis aujourd'hui, en 2020, c'est la même école qui a grossi. Là. C'est pas, Exact. C'est la même école qui a grossi. J'ai parti ça avec des copains là, qui venaient du Lac-Saint-Jean aussi. Là, des gens qu'on s'y est retrouvés dans les Laurentides après s'être connus, TQ, ces circuits de judo au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait que la vie nous a fait qu'on s'est retrouvés ici. Fait qu'on a parti le club ensemble. Puis depuis 2012, on est dans un local permanent. Là, on a un local, un condo industriel que la ville nous donne une portion de la subvention pour amortir là, les coûts de location. Là. Fait qu'on est là depuis 8 ans. C'était la limite qu'on pouvait. On avait fait presque 10 ans là, dans une surface où on mettait les tapis, on les enlevait, puis ça restait une surface excessivement dure parce qu'un vrai dojo, ça a un faux plancher absorbant qui fait que les chutes sont beaucoup moins dures. Quand tu as 6 ans, ça va, tu payes juste 40 livres, c'est pas trop grave, mais plus tu vieillis, ben, plus t'es lourd, puis ben, plus les chutes sont excessivement dures. Puis en judo, ça prend des tatamis plus épais qu'en karaté. C'est combien l'épaisseur? Ben, je te dirais, là, c'est un... Tu sais, là, maintenant, il y en a même des nouveaux là, qui ont augmenté la surface un peu plus de... C'est à peu près 2,5 pouces là, à peu près 2 pouces. Là, en compétition, moi, je suis président de la Fédération de judo aussi là, au Québec. Là. Je suis président de la Fédé. Puis on a fait des achats pour augmenter l'épaisseur des tapis. Ça a beaucoup aidé pour la diminution des blessures. Des circuits provinciaux, parce qu'évidemment, quand tu organises une compétition, tu t'installes dans un gym ou un aréna, fait qu'il n'y a pas de faux plancher. Fait qu'il faut que tu compenses un peu avec l'épaisseur des tapis. Là. Puis aussi le matériel, le tapis un peu, il est un petit peu moins en rubber puis plus en plastique. Là. Je me souviens, c'était bien différent quand tu faisais des push-ups sur les tatamis de judo, les jointures, ils ouvraient au complet là, après chaque heure et demie. Là. Ouais, ben, c'est une... Tu sais, moi, ça fait tellement longtemps. La première année que j'ai commencé, les 5 premières années, on était sur des tapis, mais c'était de la paille de riz qu'il y avait à l'intérieur. Donc, c'était vraiment des tapis traditionnels. Là. Puis à Dolbeau, il y avait eu les Jeux du Québec en 85, puis il avait acheté des tapis. Fait que ça avait été un leg pour le club de judo. Fait qu'on dit, c'était quelle révolution de chuter sur des tapis aussi mous là, que synthétiques. Fait que c'est ça, c'est un genre de matériel absorbant là, à l'intérieur avec une surface qui est assez rugueuse. Là. Fait que quand on recommence la saison, on a toujours les pieds un peu écorchés après quelques cours, là, avant qu'on se fasse la corne, là, on s'habitue. Puis comment ça va le judo au Québec en étant président de la fédération? J'imagine que tu vois pas mal la vue d'ensemble, comment ça se passe? Je te dis, comme bien d'autres, on était sur une belle ère d'aller là, avant
la fameuse pandémie. Là, ouais. Le judo, il faut savoir, le judo au Canada, ben, il y a peut-être 24 000 pratiquants au Canada, 24-25 000, puis il y en a presque la moitié qui sont au Québec. Wow! La fédération, le judo au Québec par rapport au judo canadien, là, c'est vraiment très gros. Là. Ouais. Fait que même des provinces comme l'Ontario qui sont beaucoup plus populeuses là, au net, là, ben, beaucoup moins de judokas. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui explique ça. Je pense que ce qui explique ça, c'est que le Québec, compte tenu à cause de la langue française, nous, il y a eu deux racines qui ont fondé ça. Il y a eu beaucoup d'Européens qui sont venus au Québec, qui sont restés au Québec, là, notamment beaucoup de Français, là, à cause de la langue. Fait que, ça a fait qu'il y a eu, exemple, tout le judo là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, tous les clubs, ben, quand tu vas fouiller, ben, le tronc commun, c'est un monsieur qui s'appelle Louis Page, qui est un Français, qui a atterri à Chicoutimi, puis il a formé plein d'élèves qui ont ouvert des clubs ou qui ont enseigné à des gens qui ont ouvert des clubs. Ça fait que le judo français, notamment, là, ça a beaucoup une belle influence au Québec. Puis il y a la branche japonaise aussi. Là, évidemment, il y a notamment là, l'entraîneur là, qui a formé Nicolas Gill, là, Hiroshi Nakamura, qui est un Japonais, là, un pur produit de l'Université du Japon. Fait que, il y a comme deux branches au Québec, un judo très européen puis un judo issu de la branche japonaise. Là, fait que, dans le fond, vu que tu viens de Dolbeau, j'imagine que toi, c'était plus les racines européennes qui ont... Exact. Nous autres, ça relève tout d'un monsieur qui... moi, mon entraîneur, mon sensei, avait été formé au cégep, au collège. Lui, il a fait son cours classique là, par le fameux français, M. Page. Puis après ça, ben, lui, il a ramené ça à Dolbeau parce que lui est revenu rester chez eux. Fait. On a juste eu cette chance-là que lui soit étudié au Saguenay et soit revenu après. T'avais-tu une question, Jim? Est-ce que c'est la même fédération pour le Kenpo, pas pour le Kenpo, excusez, pour le judo européen puis le judo plus... Non, ben oui, tout à fait. En fait, il y a une sorte de judo dans le monde, nous. C'est ça c'est le gros avantage. Là, il y a une fédération internationale. OK, c'est ça. Il n'y a aucune différence entre le judo japonais, français. Je veux dire, après ça devient des styles. Là, le judo japonais, c'est un judo. Ils ont toujours une approche très puriste, très traditionnelle dans le fondement. Puis, tu sais, ben, le judo de l'Europe de l'Est, ben, c'est un judo assez rude en termes d'approche, mais en compétition, ça reste les mêmes règlements pour tous. C'est le style le style d'entraînement là, qui diffère un peu. Là, fait que, mais non, c'est la même chose partout dans le monde. C'est un peu ça, c'est la chance qu'on a là, pour. Vraiment? Parce que c'est quand même assez rare que les styles ne changent pas d'un pays à l'autre. D'habitude, il y a quand même des grosses différences. Il y a des branches qui vont se faire. Ben, c'est pour ça que la reconnaissance sous ceinture noire est aussi facile. C'est un peu ça qui a aidé probablement ce sport-là. C'est ça le défi, mettons, des sports comme le karaté, où quand il y a plusieurs fédérations, plusieurs branches issues, c'est ça qui rend plus difficile une reconnaissance au niveau international parce que quel style sera reconnu. Puis là, ben, s'il y a plusieurs styles, ben, l'application des règlements en compétition n'est pas la même dans les différents styles, ce qui fait que c'est ça. C'est exactement le problème qu'on avait aux Olympiques. Ouais, ben, ça... WKF, puis ça amenait ma prochaine question. En fait, j'allais dire, as-tu l'impression que le fait que le judo soit un sport olympique, ça a contribué à son essor au Québec, notamment, tu l'as nommé tantôt, mais Nicolas Gill, ça a été une grosse figure de d'équipe Canada. En tout cas, dans le temps qu'il était là, on en entendait beaucoup parler de lui. Ben oui, Nicolas Gill, nous, on a un an de différence, parce qu'on s'est beaucoup côtoyé, petit cul, puis on a grandi dans le judo ensemble. Là, mais effectivement, Nicolas Gill, ça a été probablement une des figures les plus connues de notre monde moderne. Là. Puis, tu sais, il était vice-champion du monde, il a fait 2 médailles olympiques, 4 jeux, 4 participations olympiques. Fait que ça, c'est sûr que ça a beaucoup contribué. Puis là, c'est maintenant lui-même qui est directeur général de la Fédération de Judo Canada. Là, Fait que ça, oui, ça a beaucoup contribué au Québec. Ça a cristallisé l'avance qu'on avait en termes de participation sur les autres. Je pense que oui. En fait, je pense que les arts martiaux, là, des fois, les gens, ils nous mettent souvent en compétition un contre l'autre, mais je pense que, exemple, moi, dans mon dojo,
je loue des plages horaires au taekwondo, puis je loue des plages horaires à l'aïkibudo, kobudo, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, moi, un jeune qui file plus taekwondo pour plein de raisons, je n'ai pas à juger ça. Regarde, c'est le téléphone du prof, mon ami, présente-toi, il va être super content. Puis un monsieur qui, lui, il désire plus faire un art martial très traditionnel comme l'aïkibudo, ben ça répond aussi à ces critères où là, c'est pas vraiment du combat, c'est très chorégraphié comme approche. Fait que c'est sûr que pour certains, c'est une carte de visite, là, le fait que ça soit aux Olympiques. L'avantage de d'autres sports comme le vôtre, comme le karaté ou les sports, ben, c'est des sports qui sont plus. Je pense pas qu'on connaisse beaucoup de films sur le judo. Là. En tout cas, j'en ai pas vu souvent. Non, c'est vrai. Mais sur les autres arts martiaux, ben, il y en a. Il y a plus de médiatisation sur les autres. Exact. Mais quand tu cherches un peu, ben, quand tu regardes un film comme John Wick, où son approche de combat est vraiment une approche basée sur le judo, le jiu-jitsu, l'aiki, toutes des branches issues du judo. Fait que ça il y a certains films où on voit, mais les gens, ils associent pas ça au judo. Ils vont dire John Wick qui est hot, là, mais ils feront pas ça. Fait que le judo, il bénéficie d'une certaine, peut-être, crédibilité des fois un petit peu plus accrue, mais en même temps, tous les arts martiaux se valent. Comme ça devient très personnel. Y a-tu des athlètes, parce que je suis pas personnellement le MMA beaucoup, mais y a-tu des athlètes du MMA qui ont un background de judo? Oui, tout à fait. Il y a le russe, il y a un russe là, présentement là, qui est comme qui challenge beaucoup Ewan McGregor, puis qui essaye de ramener GSP. Ben, ce russe-là, sa base, c'est un judoka. OK. Ouais. Fait que il y a eu beaucoup la fille qui a fait, j'ai un petit blanc là, Ronda Rousey. Ronda Rousey, c'est une Olympienne qui a fini 3e aux Olympiques en judo. Puis si vous avez suivi le MMA, je pense que les 10 premiers combats, ils ont gagné avec une clé de bras traditionnelle, très judo. Là. Fait que j'ai regardé son documentaire à Netflix. Là. Je savais pas, sa mère, c'était la première championne du monde issue des États-Unis en judo. En judo? Oui, sa mère, c'est une championne du monde aussi. Là. Puis est-ce que le MMA est bien vu au sein des cercles du judo? Parce que des fois, on en parlait avec Sensei Guerrard, puis il disait, des fois, quand le MMA est arrivé, c'était comme mal vu dans le karaté, mais ça a fait quelque chose. Je pense que ce qui est venu bousculer, il y a un autre, Olivier Aubin-Mercier, c'est un Québécois là, qui performe au niveau de UFC, puis c'est un ancien membre de l'équipe nationale. Là. C'est sûr que quand les gens de judo l'ont vu partir, ou des gars comme Nicolas Gill, je pense que ça a fait un peu... un choc. Puis finalement, je pense qu'en même temps, ça devient aussi des ambassadeurs. Parce que, par exemple, quand Ronda Rousey était en haut de sa montagne, la top des filles, ben, tout le monde regardait son background. Parce que quand le combat de UFC, tout de suite en début de combat, il demande c'est quoi le background. Black belt en judo, black belt en karaté. Fait que ça, je pense que ça a ses bons côtés aussi. Ce que c'est venu aussi bousculer le MMA, c'est beaucoup le jiu-jitsu brésilien qui est devenu hyper attirant là, parce que c'est pour presque tous les combattants, là, c'est comme une clé. En tout cas, le combat au sol, tu t'en sors pas si c'est pas une base de jiu-jitsu brésilien. En même temps, le jiu-jitsu, c'est la même famille que le judo. Ouais. L'histoire du jiu-jitsu brésilien, c'est juste que c'est des Japonais qui sont allés au Brésil enseigner le judo. Là, Puis les Brésiliens, quand les Japonais sont repartis du Brésil, ben, eux, ils ont gardé ce qui les intéressait le plus, c'était l'approche au sol, puis ils ont développé une approche qu'on appelle le jiu-jitsu brésilien. Fait que c'est ça. Fait que je pense qu'au bout de la ligne, ça contribue au judo. Puis c'est sûr que le judo, c'est un peu adapté. Là. Je pense qu'au niveau de l'approche de judo adulte, tu essaies si tu veux être capable de te maintenir face au jiu-jitsu brésilien, mais moi, il y a même des coachs de jiu-jitsu brésiliens qui sont venus enseigner à mes jeunes de sport-études parce qu'ils sont nettement meilleurs que nous au sol. Ils ont une approche vraiment plus forte au sol. Debout, ben là, je pense qu'on a un avantage là, parce qu'ils font beaucoup d'accrochage, mais ils n'ont pas énormément de technique à partir de debout. Là. Eux, leur volonté, c'est d'amener le partenaire au sol. Puis,
Moi, j'ai jamais fait de judo personnellement. Je suis arrivé dans le Kenpo directement. Fait que, je ne sais pas, Jay, si tu as déjà essayé, mais Ouais, un peu, mais. en termes pratico-pratiques, là, est-ce que dans votre enseignement, il y a un volet, il y a un volet self-defense ou le judo, c'est vraiment axé sur, c'est comme, on va dire, je vais simplifier, là, mais c'est comme, c'est de la lutte, entre guillemets, c'est un sport de combat, mais c'est pas applicable dans la vraie vie. Ou est-ce que vous avez une partie de votre enseignement où vous dites, garde telle technique, tu pourrais l'utiliser dans telle situation Ben, dans la rue? Là. oui, ben, je dirais que quand tu sais, le fondateur du judo, Jigoro Kano, lui, tu sais, la petite histoire rapide, c'est quand il était au Japon, lui, il est arrivé au moment où je ne sais pas si vous avez vu le film Les Derniers Samouraïs, lui, il est Oui. vraiment arrivé dans cette période-là où le gouvernement japonais a voulu effacer presque tout ce qui était relié aux samouraïs. Tu sais. Puis, ben, tout l'enseignement de combat corps à corps qui était très orienté pour la guerre. Il y avait plein d'écoles là, qui enseignaient plein de styles d'approche qui étaient basés sur du jiu-jitsu, toutes sortes d'arts martiaux. Lui, ce qu'il est venu faire, c'est que lui, ça le peinait un peu de voir tout ça un peu s'éteindre. Il est allé chercher des éléments, mais il est allé chercher les éléments les plus soft qui permettaient d'en faire un sport. Et puis lui, dès le départ, ça a été sa volonté d'en faire un sport que tu pouvais pratiquer. Donc, tu pouvais te battre pendant 1h30, 2 heures, puis de ressortir sur tes deux pieds. Tu sais. Ouais. Fait que le judo, ça veut dire voie de la souplesse. Fait que lui, il a vraiment eu cette approche-là. Fait que lui, il a élagué toutes les techniques qui étaient trop dures, qui amenaient les techniques de formateur. Fait que c'est ça. Fait que les blessures, fait qu'il a éliminé ça. Fait que le judo, oui, il y a encore une approche de self-défense. Il y a certains katas. Il y a un kata là, pour le 4e dan, 5e dan, qui est un kata là, de self-défense. Donc, l'attaque avec un fusil, l'attaque avec un couteau, etc. La prise arrière. Fait il y a encore une base. Puis, souvent, on va s'amuser d'un cours en fin de cours là, pour montrer une technique si tu te fais agripper par le cou, tout ça. Mais c'est sûr que le judo, à l'entraînement, c'est un judo qui est vraiment axé sur le judo sportif, donc la compétition. Fait que moins sur le self-defense. Ouais. OK, cool. Ouais. Mais là, dans le fond, moi, ça m'amène une question parce qu'on a parlé de compétition. Ouais. Je sais que ton fils, Alexis, il en fait. Il est rendu... il performe un peu parce que je te suis, je vois un peu les résultats que tu mets. Ouais. Il est rendu avancé là-dedans, ça va bien? Oui, bien, lui, c'est ça. Il est ceinture marron. D'ici un an, on va le présenter ceinture noire. Là, fait que ça va être chouette. Lui, ouais, c'est ça. Lui, il va au Canada. Normalement, cette année, là, il allait au championnat canadien. Il était déjà qualifié. Ouais. Il avait même été invité. Il s'est battu toute l'année de surclasser dans une catégorie d'âge supérieur. Donc, il se battait chez les U16, qui est sa catégorie. Il se battait chez les U18. OK. Il a fait une grosse saison de compétition, même si elle a été raccourcie. Fait que, ouais, il performe super bien. Mais, tu sais, le judo, c'est un sport à développement assez tardif. Donc, un athlète va commencer va être plus à son top, rendu à 22, 23 ans, parce que ça prend du bagage. Ça prend une forme physique, oui, mais ça prend vraiment beaucoup d'expérience, puis ça te prend des combats derrière la cravate. Il y a d'autres sports qui c'est un développement vraiment plus hâtif. Il y a des sports qui vont permettre ça, mais le judo, il y a toujours des exceptions. Là. Il y a toujours des athlètes là, qui arrivent à 18 ans puis qui sont déjà des machines. Exact, là, mais c'est un petit peu plus rare. Ouais. Puis lui, as-tu l'ambition de... Parce que vous, on l'a dit, vous avez la chance d'aller dans le circuit olympique. C'est-tu quelque chose qui l'attire? Ben oui, je pense que on ne pète jamais le rêve d'un jeune qui a cet objectif-là. Là, on a la chance aussi au Québec d'avoir le Centre national, il est à Montréal. Donc, les meilleurs athlètes du Canada se retrouvent à l'Institut des sports. Fait que ça, c'est un super bel avantage. La Fédération provinciale et nationale a un protocole d'entente pour l'utilisation du centre d'entraînement. Fait que ça fait aussi que j'ai des athlètes de mon sport-études qui, une fois ou 2 semaines, vont faire des entraînements au centre national. Fait que c'est sûr que ça a un avantage pour augmenter le niveau.
Attends. l'ambition, mais il faut falloir qu'il combine ça avec l'école. Là. Il y a toujours cette priorité-là hein, de parents, même si son père il est coach puis il est président de la Fédé, ben il sait qu'il ne vivra pas de son sport, là, puis qu'il va falloir qu'il aille à l'école un peu. Fait que, c'est ça. À moins d'être le prochain Nicolas Gill, puis éventuellement devenir entraîneur d'équipe Canada. Exact. Mais il y a beaucoup de. C'est ça. Fait que, on va se donner des chances parce qu'il y en a pas beaucoup là, de ceux-là. Fait que, mais même des athlètes, là, je regarde le Christina Degucci qui est une athlète qui a une double nationalité. Son père vient de la Saskatchewan, puis sa mère est japonaise. Okay. Donc, elle a fait tout son judo au Japon. OK. Judo Canada là, lui a fait une proposition là, de venir sur l'équipe nationale parce qu'elle pouvait sur l'équipe nationale canadienne. OK. Au Japon, là, il y a vraiment, vraiment beaucoup de compétition pour se faire une place sur l'équipe nationale. Fait que, c'est sûr, elle, au Japon, c'était une athlète parmi d'autres vedettes. Au Canada, Christina Degucci, elle a gagné les championnats du monde en 2019. Sur le classement international, elle est numéro 1 dans sa catégorie. Fait que le jeu aussi des fédérations nationales, c'est pour être financé par le gouvernement canadien, il y a un programme qui s'appelle À nous le podium. Il faut vraiment que tu aies les athlètes, il faut que tu aies une médaille olympique. Sans médaille olympique, ça coupe ton financement. Fait qu'il y avait un enjeu d'attirer cet athlète-là pour maximiser les chances de maintenir leur financement. Fait que ça aussi, ça contribue au judo au Canada. Là. Fait que ça c'est chouette. Là. L'équipe nationale, depuis quelques années, là, c'est probablement une des plus performantes. Là. Plus performante que du temps de Nicolas. T'sais. Nicolas, il a réussi à mettre des conditions gagnantes là, de ça. Puis, oui, évidemment, une grande partie de l'équipe nationale est premier du Québec parce qu'évidemment, on a un leadership. Fait que ça, c'est d'autres aussi. Sont peut-être moins connus de monsieur, madame, tout le monde, mais les judokas, ils connaissent les athlètes de l'équipe nationale. Donc, Christina Degucci, tous les jeunes, puis les gars, puis les filles qui évoluent sur l'équipe nationale sont bien connus. Là, là, avec le report des Jeux olympiques, j'imagine que ça change un peu vos plans d'entraînement là, avec... c'est sûr que pour nous, moi, directement, moins dans le sens que oui, parce que on avait prévu, on avait le championnat provincial fin mars qui a été annulé. On avait les championnats canadiens à la mi-mai à Edmonton qui sont annulés. En fait, la Fédération canadienne puis les fédérations provinciales, on a fermé la saison jusqu'au 31 août. Là, à moins qu'il y ait des changements. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'inconnus, là, comme pour vous aussi, j'imagine. Là, quand tu fais des arts martiaux, le 2 mètres, la proximité, là, c'est un peu compliqué. Oui, c'est un petit peu difficile à appliquer. Oui, vraiment. Tout à fait. En judo, c'est encore une coche de plus parce que nous, c'est vraiment du corps à corps. Là. Oui. Tu n'as pas le choix d'agripper. C'est ça. Non, on est à face collée un sur l'autre. Là. On peut même se mettre des masques, là, mais. Fait que oui, il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à notre sport, mais en même temps, on se dit que. En même temps, si tu joues au hockey puis tu vas rentrer un gars dans la bande, là, ton 2 mètres n'est pas respecté non plus. Non, je pense qu'on va être beaucoup de sport à demander des assouplissements à un moment donné. Là, puis, mais c'est ça. On verra. Je pense que les prochaines semaines vont nous donner plus d'éclaircissements. Plus d'informations. Vraiment. Ouais. Puis, en temps régulier, il y a combien de compétitions à peu près par année quand un élève est vraiment motivé à en faire? À part les Québécois, Canadiens, mondiaux, niveau compétition un peu plus régionale, est-ce que vous en faites plusieurs aussi? Il y a des régions il y a des régions très dynamiques, d'autres que c'est plus difficile. Le circuit provincial, il y a 4 coupes de développement, des grosses compétitions là, où il y a un 800 à 900 jeunes là, par compétition. On a une compétition de niveau provincial et international qui s'appelle l'Omnium du Québec, là, qui a lieu en octobre. Toujours un 1000-1100 athlètes. Là. C'est une très grosse compétition au Centre Tour-Robillard. Il y a le championnat provincial. Fait qu'il y a ces 6-là. Puis après ça, là-dedans, il y a des ceux-là, ils comptent pour les points pour le championnat canadien, évidemment. Fait que quand tu fais ceux-là du circuit, mais
cette année, écoute, après ça, ben, il y en a au Nouveau-Brunswick qui font partie du circuit national. Fait qu'on y va parce que c'est pas trop loin. Il y en a une à Toronto qui fait partie du circuit national. Fait qu'on y va avec nos athlètes, c'est pas trop loin. Fait que ça fait. Puis il y a quelques compétitions provinciales invitation là, aussi, plus certaines régionales. Fait que quand tu as des athlètes dans toutes les catégories d'âge, tu finis par passer beaucoup de fins de semaine en compétition. Ça fait partie de la game. Ouais. Voilà, on est comme tombé de genre de tout au tout à plus rien pas à tout. Là. Fait que, Ouais, c'est clair. En plus qu'on était au pic de la saison. Ouais, ouais, tout à fait. Fait que tout ça m'amène à ma prochaine question. Nous, on l'a évoqué un peu, là, vite fait. Là, on s'est connus aux Jeux du Québec, l'édition Blainville, Rosemère, Sainte-Thérèse. Mais depuis ce temps-là, tu as fait un passage en politique municipale, ça se peut-tu? Puis là, maintenant, tu es dans l'événementiel. C'est quoi que tu fais aujourd'hui? Là? Je me suis promené beaucoup, là, parce que je suis probablement un gars qui aime le changement, là, puis qui s'ennuie après un certain nombre de temps. Fait que, après les Jeux du Québec, j'ai travaillé un peu pour la ville de Blainville. Après ça, j'ai décidé de faire le saut au collégial. Fait que j'étais allé travailler comme cadre au niveau collégial, là, dans un cégep à Bois-de-Boulogne. Là. Je m'occupais de la vie étudiante, puis du complexe sportif, etc. OK. Après ça, j'ai fait le tour. J'ai décidé d'accepter un poste de cadre, mais à la ville de Saint-Jérôme. OK. Moins aimé mon expérience. Puis après 1 an et demi, je suis parti, là, ça ne convenait pas. La dynamique qu'il y avait là-bas, ça ne marchait pas avec toi. Ça ne marchait pas. Fait que je suis parti, une petite période de flottement où j'ai réfléchi. Puis là, de 2013 à 2017, j'avais été effectivement conseiller municipal. Quand il y a un festival qui s'était pointé, qui est le festival Santa Teresa, où j'avais, au conseil, c'est moi qui avais allumé le plus sur l'offre qui nous était faite. La vie a voulu a fait que 2 ans après, moi, j'ai accepté. Ils m'ont offert un poste de DG du festival. Fait que ça convenait vraiment pour moi là, à cette période-là parce que j'avais besoin de me changer d'idée puis de sortir du milieu municipal puis du milieu institutionnel là, cégep, là. Fait que j'ai commencé à travailler. Donc, seul employé, travailleur autonome. Dans le fond, je travaille de la maison. Fait que moi, le COVID a moins changé la portion de télétravail. Là. C'est ça. Fait que il y a juste quelques mois à l'approche du festival où je travaillais dans un bureau parce que j'avais une stagiaire. Fait qu'évidemment, question éthique, question environnement pratique, là, c'est mieux d'être dans un bureau. Fait que, mais sinon, pour moi, ça n'a pas changé grand-chose. Évidemment, là, le monde de l'événementiel puis touristique, là, en fait, il y a culturel. Il y a plein, c'est ça. Sportif, tout c'est un peu effondré. Là, fait que je pense, on dirait que mes semaines ont passé je suis juste en gestion de crise. Là, parce que, avec la Fédé, le club, plus mon festival. Fait que nous, on était prévu mi-mai. Fait qu'on était obligé évidemment d'annuler. On était un des premiers festivals qui a dû se commettre d'annuler. Mais des fois, Churchill disait qu'il ne faut jamais gaspiller une bonne crise. Là, fait que je sais pas, j'ai comme eu le goût de jaser avec d'autres DG de festival. Fait que j'ai comme contacté plusieurs DG en disant ça vous tenterait-tu qu'on jase, qu'on fasse un petit regroupement là, parce que jaser de ce qu'on vit. Finalement, là, ce regroupement-là, ça a comme fait boule de neige parce que je pense qu'il y avait vraiment. Les DG de festival avaient vraiment besoin de se jaser. Là, ils étaient un peu. C'est ça. Tout isolé. Il manquait de réseautage, dans le fond. Exact. Fait que là, on est rendu presque 35 sans publicité. Puis il y a eu un article dans la presse il y a à peu près une dizaine de jours qui m'interviewait là, de ce que vivaient les petits festivals. Mm-hmm. Ça a fait que là, j'ai eu des demandes d'amis LinkedIn, Facebook. Puis là, là, on est en train de regarder pour formaliser ce regroupement-là. Au-delà de la crise, là, on partage beaucoup d'éléments sur la crise. On positionne du lobby auprès du gouvernement là, pour s'assurer que les mesures qu'ils vont éventuellement mettre en place pour nous aider ne soient pas juste ajustées pour les très gros festivals, par exemple. Fait que, mais là, il a été convenu aujourd'hui, on s'est réunis en petit comité restreint qu'on voulait vraiment que ça dure après. Fait que, on est en train de positionner là, probablement une incorporation là, de ce regroupement-là puis
C'est une genre d'association des festivals. Des festivals, on l'a appelé des festivals indépendants. OK. Et qui ont aussi une forte valeur culturelle. Donc, ça veut dire que on n'a rien. Les festivals au Québec sont tous chouettes, sont tous beaux, mais par exemple, moi, tu viens de Mistassini, il y a le Festival du Bleuet. Ben, ce festival-là, c'est une thématique très locale. Fait que nous, ce qu'on a de notre côté, c'est plus des festivals qui prennent un risque au niveau culturel. Donc, c'est festival artistique au niveau mural, littéraire, théâtre. La base, c'est ceux que j'ai approchés en premier, c'est les musiques, parce que c'est là-dedans que moi j'évolue, mais on a élargi ça. On a le Grand Montréal Comique, là, qui est un festival d'humour qui est un peu la contrepartie de Juste pour rire, qui est beaucoup plus petit, très axé sur la relève. Fait que c'est vraiment ce qu'on est en train d'enligner comme. Même ça, c'est bien motivant là, parce que on dirait que ça nous donne une mission là, actuellement, là, parce qu'on était plus en train de gérer comment aller chercher nos subventions, comment annuler nos contrats, comment essayer de sauver le budget puis d'être capable de toffer jusqu'à l'an prochain. Fait que ça, c'est une petite portion plus positive là, dans même ton festival à toi, Santa Teresa, c'est rendu gros, me semble. Comme j'ai jamais été voir de show, mais j'en ai entendu beaucoup parler là, comme dans les dernières années. Vous êtes allé chercher quand même des gros noms. On avait un méchant beau line-up cette année. On avait... Vous connaissez un peu, on avait un line-up, on avait un plateau belge, donc des artistes belges dimanche, dont Roméo Elvis, là, qui est une grosse vedette en Europe, là, vraiment. Là, un rappeur, qui est le frère d'Angèle, qui est aussi très connu en Europe. Fait que, on avait vraiment un beau line-up d'artistes qui mélangeait aussi beaucoup d'artistes québécois, de la relève. La particularité, c'est qu'on a aussi des artistes anglophones. OK. Beaucoup de festivals au Québec, en région, c'est presque uniquement francophone. Là, fait que ça aussi, c'est venu un peu nous amener une perspective différente. Puis on exploite aussi l'église qui est à côté, qui est sur le site du festival. Donc, on fait des shows à l'intérieur de l'église. Donc, ça amène un autre clientèle, un autre côté où on va mélanger Alexandra Strelinski, une super pianiste québécoise. Puis dehors, tu as des rappeurs qui sont là. Fait que, il y a comme une diversité. Là. Une rencontre, des rencontres vraiment tripantes. Puis tu vois des gens à 60 ans sortir de l'église pour aller voir un spectacle d'Alexandra Strelinski, côtoyer des jeunes de 18 ans qui viennent rapper avec leur chanteur préféré. Fait que ça, c'est bien cool. Là. Fait que, c'est nice. Ouais, c'est une belle approche. Puis, comment tu dirais que ta pratique du judo t'a aidé, mettons, dans ta carrière professionnelle? As-tu l'impression que ça a été je pense qu'en tout cas, quand ça fait 40 ans que tu fais du judo, ça ne peut pas t'avoir modelé. C'est clair que mon père, quand j'ai eu 40 ans, ils ont fait une fête, évidemment, un party. Puis bon, il avait invité Don, mon sensei, qui s'est déplacé du Lac-Saint-Jean pour venir à ma fête. C'est parce qu'il y a des rencontres marquantes. Je pense que pour lui, j'ai sûrement été un élève important. Je pense qu'il est content maintenant de m'avoir président de la Fédé. Il pensait pas ça quand il m'enseignait à 7 ans. Puis, mon père a dit, moi, j'ai pas élevé Patrick, c'est son sensei qui l'a élevé. Pour lui, j'étais 3-4 fois semaine au club. Les fins de semaine de compétition, on partait, c'est lui qui nous trimballait. Dans ce temps-là, les parents, ils ne suivaient pas du tout. Là, tout le monde partait avec le coach en autobus. Mes premiers voyages que j'ai faits, l'argent de poche qu'on avait et qu'on ne savait pas trop comment dépenser, c'était la figure, l'adulte du groupe là, qui fait qu'effectivement, il m'a hyper influencé. Fait que je suis très exigeant. Des fois, là, c'était des approches plutôt dures comme enseignement. Là. C'était très arts martiaux. Là. Maintenant, je pense que la clientèle de jeunes, je ne pourrais pas enseigner comme j'ai reçu l'enseignement. Là. Je n'aurais pas d'élèves, je crois. Mais on a-tu des anecdotes là-dessus? Comment ça se passait à l'époque? On a entendu des choses là, de d'autres personnes qui ont des push-ups. Je pense que chaque cours, je suis resté à la fin du cours pour faire des push-ups. Là. Ça, c'est sûr. Puis, je pense qu'un athlète qui pleurait parce qu'il trouvait ça trop dur, ça impressionnait pas le prof, là, mais pas pendant tout. J'en ai vu des... Ça le dégoûtait. Ouais, ça.
des filles pleuraient parce qu'on allait courir dans la bleuetière avant d'aller s'entraîner. Ils nous faisaient mettre 2 costumes d'épaisseur pour avoir plus chaud en plein mois de juillet. Puis... bon, c'est ça. C'est sûr qu'on sur le coup, on ne l'aimait pas, mais c'est une personne que je respecte au plus haut point. Là. C'était ça. Quand tu es ado, tu es un peu rebelle, là, mais ça m'a appris une grande rigueur là, qui m'a suivi toute ma vie, puis aussi une grande confiance. Là, c'est sûr que j'ai toujours une facilité à prendre le pôle dans une rencontre, à leader quelque chose. L'exemple du lancement du regroupement, pour moi, ça a été fait de façon hyper naturelle. Tout le monde dit hey, « c'est incroyable ce que tu as fait ». Mais non, j'ai appelé des gens, j'ai rallié des gens. Mon objectif, c'est tout le temps de ramener les gens à travailler ensemble. Puis bon, je le fais toujours de façon respectueuse. Puis ça aussi, je pense que les arts martiaux t'apprennent ça. Là, le respect. Le respect. Puis même quand ton prof te brasse, ben, tu apprends à fermer ta trappe. C'est ça la règle. C'est ça l'exigence. Puis ben ça, c'est pas facile quand tu enseignes à ton fils. Moi, mon fils, ça a pris du temps où quand tu interviens sur le tapis, si tu le perds, ben, c'est l'entraîneur. Il a fallu plusieurs fois que j'ai dit non, là, quand je suis sur le tapis, c'est le coach. Fait tu fais ce que je te demande, comme tout le monde fait ce que je demande ici. Puis quand on rembarque dans le char, ben, je redeviens ton père. Je te dis que je suis fier de toi, mais si tu t'es pogné le cul, je vais te le dire aussi. Fait que ça a pris. On a même eu nos accrochages où il y a certaines périodes où je me suis retiré du coaching de la chaise en compétition parce que là, on avait des accrochages. Puis là, à un moment donné, je me suis resté à la chaise parce qu'un autre coach ne pouvait pas. Puis on dirait que tout s'est placé. Puis là, maintenant, lui, il a une super écoute quand je donne des commentaires après combat. Puis moi, je suis beaucoup plus calme dans mon approche aussi envers lui. Mais il est rendu plus vieux aussi, Alexis. Ouais, je pense qu'il va avoir 16 ans. Là, c'est ça. C'est ça. Exact. Je pense que les deux, on a maturé là-dedans. Moi aussi, j'ai appris à l'aborder. Là. Des fois, c'est hyper émotif. Coacher son fils, c'est la pire. Pas facile. Non, c'est bol. Puis là, maintenant, je suis calme et hyper stressé sur la chaise. Là. Pour moi, c'est un vrai calvaire. J'aimerais mieux être sur le tapis, pourtant. Fait que, puis pour lui, il est d'un calme à faire chier le peuple. Il est hyper calme. C'est vraiment pas un nerveux comme moi je le suis. Fait que ça, c'est cool de voir ça. Mais je suis chanceux. Les derniers jours, on va pratiquer les deux parce qu'on est dans la même famille, évidemment. Fait on a le droit. On a le droit. Fait que, là, on a commencé à pratiquer pour sa ceinture noire. On pratique le kata. Il va peut-être me servir de partenaire pour mon 3e. Fait que je suis vraiment chanceux. C'est un privilège de... Il aurait pu pas aimer le judo pantoute. Ou pogner un écœur en titre pour faire... Exact. Puis là, c'est pas ça pantoute. Il fait du judo 7 à 8 fois semaine à cause qu'il est dans le sport-études. Puis des fois, je dis, t'es pas tanné? Non. Il n'est pas tanné pantoute. Puis il en mange. Fait que ça, c'est quand même assez chouette pour un papa. Oui, officiel. Puis l'école, le dojo de Jay, t'avais-tu une question avant que j'aille avec... Non, vas-y. Ben, j'allais dire, l'école Dojo Blainville, vous êtes situé où? Si les gens veulent venir vous voir, là. C'est ça, on est vraiment dans la ville de Blainville, dans un secteur là, qui est un peu plus tout près de l'autoroute 15. Là, ceux qui connaissent les outlets là, de Mirabel, on est vraiment pas très loin là, des outlets. Là. Donc, on est dans un parc industriel, donc on a une dérogation. Là. Dans le même bâtiment, il y a un club de gymnastique aussi là, qui est là, qui est supporté par la ville. Puis j'imagine qu'ils peuvent vous trouver, vous avez un site Internet? Oui. Quand tu fais Dojo Blainville, on sort toujours numéro 1, là-dessus. Puis vous donnez des cours à partir de quel âge? Nous, on les prend 4 ans. On les prend 4 ans. J'ai un petit groupe initiation le samedi matin, les 4-5 ans. Là. On dit du judo, mais c'est beaucoup plus de... Le judo est un prétexte. Oui, c'est une initiation. En fait. On leur apprend à faire des culbutes, on leur apprend... On leur apprend à apprendre parce que on leur apprend à s'asseoir en ligne, à s'asseoir en demi-cercle. On leur apprend à se trouver un ami pour faire un exercice 2 par 2. À 4 ans, c'est vraiment très drôle. Là. Tu leur dis de se mettre 2 par 2 puis c'est chaos total. Fait que, on fait beaucoup de parcours de développement d'habileté parce que je suis toujours un peu fasciné de voir que des jeunes arrivent à 7-8 ans, mettons, qui commencent le judo puis ils sont incapables de faire une culbute. C'est beaucoup de l'élément de base. C'est là que tu vois que
il y a peut-être des familles qui stimulent moins leurs jeunes au nouveau moteur, puis il y a des acquis qui ne stoppent pas à 4-5 ans. Des fois, ça a l'impact sur le reste du développement là, d'un jeune. Quand il y a des tendances qui disent que tout se joue entre 0 et 5 ans, là, ces tendances-là, mais je pense qu'au nouveau moteur, là, c'est important. Là. Effectivement, un jeune là, qui n'a jamais fait aucun sport, là, c'est sûr qu'on peut faire quelque chose de super avec lui, mais il y a vraiment des habiletés de base là, que je suis toujours étonné de voir que des jeunes n'ont pas. Là, comme mon élément de mesure, c'est les culbutes. Là, mais... non, mais c'est niaiseux, mais c'est vrai. Mais l'autre fois, quand j'avais fait mon PNCE, justement, il en parlait qu'il y a vraiment un âge pour développer chaque champ de compétences, que ce soit la flexibilité, la force, la motricité, tout ça. Il y a vraiment un âge que si tu manques cette fenêtre-là, ça va être très difficile après ça compenser. Je suis assez d'accord. Fait que les 4-5 ans, c'est un judo d'initiation, c'est un judo de plaisir. On leur apprend une technique, puis la semaine d'après, ils l'ont oublié. C'est par le jeu beaucoup. Là. Exact. Puis on leur laisse aussi, c'est très instinctif. Là. Le judo, compte tenu que c'est du corps à corps au sol, là, ça ressemble beaucoup au chamoyage qu'instinctivement, ils vont faire deux petits garçons sur le tapis du salon, puis ils vont se sauter dessus. T'sais. Avant de se donner des coups puis des claques, parce que ça, quand c'est pas encadré, c'est plus proscrit, mais on se sauter dessus, ils vont s'embarquer un sur l'autre, puis ils vont. Fait que ça, c'est très instinctif. Fait que ça aussi, avec les années, j'ai appris à être moins exigeant envers les plus petits en leur disant c'est pas très grave s'ils font pas exactement. Je vais montrer de faire un mouvement avec le pied droit, puis ils le font avec le pied gauche. C'est pas grave. Il y a le principe de base est là, il a compris quelque chose. Puis après ça, on mettra un nom sur ce qu'ils font. C'est pas si important que ça, là, qu'ils sachent que ce mouvement-là. Mais moi, j'ai pas été éduqué de même en judo. Si ce mouvement-là se faisait comme ça, il fallait l'appliquer. Moi, j'ai beaucoup plus adapté mon enseignement, mais ça vient avec le temps, l'expérience. C'est ça, qu'après 40 ans, c'est facile de donner un cours sans être trop préparé. J'imagine. C'est pas mal dans notre tête. Là, officiel. Ouais. Bon, ben c'est super. Écoute, moi, j'avais pas plus de questions, mais c'est vraiment intéressant. Puis j'espère qu'on va avoir permis de démystifier un peu le judo à nos auditeurs. Puis moi, en tout cas, j'en ai appris. Fait que, il y a sûrement des gens qui quand les gars, vous avez des questions, on est là pour vous autres. Merci beaucoup, Pat. Merci encore pour l'initiative. On va partager ça. Excellent. Bonne soirée. Salut les gars. Bye.